les différents plans sectoriels qui ont été lancés la dernière décennie à l'échelle nationale et tous les grands chantiers, grands projets qui ont été menés. Donc, comme a cité M. Diori au départ, le pacte émergence et tous ses aboutissants, le plan Maroc vert, le plan Halieutis, la vision tourisme 2020. Donc, tous ces pactes nationaux et tous ces plans sectoriels, en fait, ont permis de décliner une multitude de chantiers et de projets à l'échelle nationale. Alors, parmi les forces internes qui poussent au changement, nous avons bien évidemment tout ce qui a trait à la réorganisation en entreprise, au changement, donc un nouveau top management. Qui dit nouveau top management dit de nouvelles stratégies et de nouvelles manières à appréhender ces stratégies-là, de nouvelles politiques RH, de nouveaux besoins, que ce soit en matière de standardisation, excusez-moi, ou des besoins externes, des besoins de nos clients que nous allons devoir gérer. Alors, toutes ces forces-là qui conduisent au changement organisationnel, on a besoin d'élaborer des stratégies derrière pour pouvoir les sécuriser. Alors, aujourd'hui, on a la stratégie. Derrière, on cherche une performance, bien évidemment, une performance organisationnelle, une performance opérationnelle, ainsi de suite. Et à côté, nous allons retrouver une panoplie d'actions que nous allons gérer en mode projet, peut-être, ou en mode programme. Un programme étant un ensemble de projets qui vont être gérés de manière commune sous une même plateforme pour qu'on puisse atteindre un objectif business spécifique, ou encore des portefeuilles, et donc un portefeuille qui va avoir et des projets et nos opérations de tous les jours et nos programmes notamment. Alors aujourd'hui, vous avez ces entités PMO qui veulent dire PMO en anglais c'est Project Management Office, et le P notamment pourrait signifier aussi un Programme Management Office ou un Portfolio Management Office. Donc le P a une triple fonction si j'ose dire. Alors, ces PMO sont venus aujourd'hui pour être un peu le chaînon manquant entre la stratégie et sa déclinaison au niveau opérationnel. Ça va être ces entités-là qui vont faire le lien entre ma stratégie et mes projets et qui vont notamment permettre de sécuriser l'atteinte des objectifs et permettre in fine d'atteindre la performance escomptée. Je me permets juste de vous donner une petite description ou une petite définition du mot PMO. Alors, cette définition, elle est puisée du standard, le PMBOK, qui est le Project Management Body of Knowledge, un standard international en matière de gestion de projet qui a été élaboré par le Project Management Institute, qui est un organisme américain de renommée internationale et qui met en place plusieurs standards en matière de management de projets, programmes et portefeuilles. Et donc aujourd'hui, les plus grandes organisations à l'échelle internationale ont adopté les standards du PMI au sein de leurs organisations et notamment en mettant en place ces structures au PMO. Alors, le PMO peut être deux caractéristiques majeures. C'est une entité ou un groupe opérationnel auquel on va confier des fonctions, des responsabilités variées de management centralisé et coordonné. Donc on part d'une entité qui va venir centraliser le management de nos projets et nous aider à vraiment le coordonner de la meilleure manière pour qu'on puisse délivrer derrière les performances escomptées. Alors, parmi ces responsabilités, ça peut aller de simples fonctions d'assistance à la gestion de projets. Il est là pour aider à piloter les projets, à voir leurs performances, à mesurer leurs indicateurs, mais il pourrait notamment avoir une responsabilité effective et directe du management de projet, c'est-à-dire le PMO va être responsable d'exécuter les projets d'une entreprise.
Bon, après, nous allons voir que ce ne sont pas tous les projets qu'on décide de gérer au niveau des PMO. Cela dépend du type de PMO qu'on décide de mettre en place. Un PMO au niveau du métier gérerait plus les projets par rapport à ce métier-là. Mais on pourrait avoir, bien sûr, des PMO à un niveau stratégique. Et là, on va plutôt décider de confier à ce genre de structure des projets à connotation stratégique et des projets surtout transverses. Donc, pourquoi on pense à déployer cette entité? Donc, la réflexion émane d'où? Alors, tout d'abord, souvent, ce qu'on voit au niveau des dirigeants, ça commence par des problèmes, par exemple, de faible gouvernance des projets. On constate que les projets, malheureusement, ne sont pas bien gouvernés au sein de l'entreprise. Et donc, souvent, on fait appel à ce genre d'entité pour pouvoir améliorer cette gouvernance. L'élément, je vous dirais, le plus crucial ou celui qui revient le plus souvent en matière d'éléments déclencheurs, c'est les difficultés à respecter les échéanciers. Alors aujourd'hui, on a de bonnes volontés, on n'a pas malheureusement toutes les ressources derrière et on planifie pas malheureusement tout le temps convenablement nos capacités à mettre en œuvre ces projets. On a notamment aussi des contraintes qui peuvent se rajouter à ces éléments-là et qui font en sorte qu'on a souvent des difficultés à respecter les échéanciers qu'on a planifiés au départ. Et donc, on fait appel à ce genre d'entité pour sécuriser un petit peu ces délais de projet, en travaillant bien sûr en amont avec les différents chefs de projet pour avoir la meilleure planification possible ou la planification la plus réaliste, en faisant appel à toutes les parties prenantes concernées et en travaillant en aval notamment et tout au long de la durée de vie des projets sur les aspects de surveillance, de contrôle et de maîtrise de ces projets-là. Nous avons notamment parmi les éléments déclencheurs tout ce qui a trait au conflit d'intérêts dans la gestion des projets transverses. Alors souvent au sein de l'organisation, on n'arrive pas à identifier une entité qui va prendre le lead sur un projet qui est transverse et qui implique plusieurs intervenants. Alors souvent la solution à cette problématique-là, c'est d'octroyer la gestion de ces projets-là au PMO qui va prendre momentanément des chefs de projet à son niveau qui pourraient par la suite repartir à leur direction respectives, mais qui seraient au niveau du PMO pour la durée du projet. Le manque de planification stratégique notamment, parce que ça peut être une fonction clé de ces entités de management de projet. Des fois, on a un événement stratégique et qui a besoin vraiment d'une gestion très élaborée et très complexe. Je parle d'événements, par exemple, comme l'exemple d'une nouvelle fusion-acquisition. Et donc, on peut voir naître ce genre de structure principalement pour gérer cet événement. Par la suite, une fois l'événement fait, ces structures pourraient notamment être dissoutes, comme elles pourraient se reloger au niveau d'une autre structure de l'entreprise. Manque de visibilité sur les projets. C'est un organe dont les premières prérogatives est de communiquer, d'apporter de la transparence, d'apporter de la visibilité. Un besoin de standardisation en matière de méthode de travail en management de projet. Un PMO qui a une certaine légitimité au sein de l'organisation. On peut se rendre compte très rapidement que ce PMO ne restera pas longtemps et qu'il ira plus dans des tâches administratives il faut surtout pas tomber dans cet élément-là. Alors pour asseoir la légitimité du PMO, on a besoin de deux composantes, je vous dirais. Tout d'abord, ça reposera sur les caractéristiques structurelles de l'entreprise et sur ses caractéristiques organisationnelles. Caractéristiques structurelles, plus on lui confie de projets, plus il aura de la simplicité à asseoir sa légitimité. Plus on lui donne d'autorité, plus il sera légitime. Dans une entreprise qui supporte la gestion de projet ou qui a une culture en gestion de projet, c'est plus facile de mettre en place ce genre de structure. Et bien évidemment, ça dépendra aussi du nombre de fonctions importantes qu'on va lui octroyer. Alors, en gros, il y a 7 fonctions principales qu'on retrouve au niveau de ces bureaux de projet. Je vous les citerai de la plus importante vers celle qui est le suivi et le contrôle, jusqu'à
cas la fonction de la gestion des ressources humaines qui existe, mais qu'on voit quand même très rarement comme étant une fonction octroyée au bureau de projet. Alors, première fonction, pilotage. C'est des structures qui vont être là pour piloter notre performance, pour la mesurer, pour la suivre, pour la contrôler au quotidien, pour la remontée des tableaux de bord, permettant ainsi de sécuriser ce qu'on appelle un peu le triangle d'or d'un projet, donc soit ses coûts, ses délais et son contenu. La deuxième fonction qu'on voit le plus souvent notamment, c'est en matière de compétences et de standards. Donc, ils seront des entités qui vont standardiser les bonnes pratiques de management de projet au sein de l'organisation. La gestion multi-projet, et donc là, c'est la gestion effective des projets, des programmes et des portefeuilles qui vont aller faire de la gestion de l'allocation des ressources, qui vont avoir une visibilité quand même très transverse sur l'ensemble du portefeuille de l'entreprise. On va avoir notamment des fonctions de gestion stratégique, donc qui vont veiller à ce que tout le temps le portefeuille de projets et de programmes soit aligné avec les objectifs stratégiques que l'entreprise s'est fixés. Alors, les fonctions les moins importantes et qu'on retrouve le moins souvent sont le savoir organisationnel, donc tout ce qui a trait à l'ancrage des diverses connaissances en matière de management de projet et à l'audit, la gestion des interfaces clients. Et là, principalement, c'est les organisations qui sont plus vers l'externalisation. Et donc, les PMO peuvent avoir cette fonction de gérer l'externalisation des projets. Et tout dernièrement, une fonction de gestion des ressources humaines qui n'est pas aujourd'hui vraiment très ancrée au niveau. Alors, comme je disais tout à l'heure, la maturité du PMO est en étroite relation avec la maturité de l'organisation. Alors, quelques facteurs clés qu'il faudrait qu'on garde en tête pour asseoir le PMO en bonne et due forme, c'est qu'on a besoin d'un mode de fonctionnement au sein de l'entreprise qui soit souple. Il est difficile de mettre en place des structures dans un environnement où la hiérarchie est très très présente. On a plus de l'aisance dans des structures qui sont aplaties et qui sont organiques et mouvantes. Il va falloir que l'organisation favorise les relations latérales plutôt que verticales. Il faut qu'on abolisse le fonctionnement en silo et que ça soit le plus possible transversal. Faire travailler des équipes ensemble, des équipes qui soient multidisciplinaires et multidépartementales, dans le but d'atteindre un objectif commun. Avoir un leader, c'est très important. Il faut qu'on puisse identifier son chef de projet, la personne qui sera en mesure de leader ce projet-là. Et il faut l'outiller de mécanismes, de process et bien évidemment l'entourer d'une bonne équipe. Excuse-moi, je déborde sur le temps, c'est ça ? J'essaie d'aller vite, si on finit. Alors, en gros, qu'est-ce qui vous apporte ce PMO? Alors, le premier élément, c'est la gouvernance. Donc, il vient un petit peu pour instaurer une bonne gouvernance des projets au sein de l'entreprise et à fluidifier les circuits de prise de décision. De la coordination, surtout pour les projets qui sont transverses. Beaucoup de communication, que ce soit des communications, bien évidemment, horizontales, ascendantes et vraiment très important de dire aussi descendantes, parce que souvent, c'est au niveau du top management, ça ne descend pas vers les équipes. Communication horizontale notamment. Transparence et visibilité pour l'ensemble des parties prenantes qui sont impliquées dans le projet. Sécurisation des objectifs, et là par une gestion plutôt proactive que réactive des risques. Il vient nous aider en matière d'organisation pour vraiment bien clarifier les rôles et les responsabilités de chacun. Il faut que les responsabilités soient claires, ne soient pas diluées, qu'on identifie qui prend le lead, qui fait quoi exactement au niveau du projet, et finalement en matière de méthode et d'outils. Alors, dernier slide. Quelques difficultés, quelques points auxquels il va falloir faire attention, qui rendent un peu compliqué la mise en œuvre et la pérennité de la mise en place de ce genre de structure. L'adhésion des ressources, il faut qu'on puisse avoir leur adhésion. Et là, il va vraiment accompagner le changement de manière très très proche. Il y a des difficultés d'appropriation. C'est pas évident du jour au lendemain de demander à ses collaborateurs de travailler avec un nouveau mode de travail plus structuré, plus rigoureux. Il
l'existence de préjugés. Quand on vient mettre en place une structure, on les voit plus, vous allez nous alourdir encore plus. On a déjà des process et tout, donc c'est quoi ces nouveaux processus de gestion de projet? On a déjà réussi nos projets, on sait comment les réaliser. Donc il y a déjà des préjugés au sein de l'organisation. Ils pensent que ces entités-là, ils viennent un petit peu pour les alourdir. Manque de confiance par rapport aux compétences du PMO. Il faut trouver les bonnes personnes à mettre en place. On a besoin, le responsable PMO, une personne qui a beaucoup de leadership pour qu'elle puisse vraiment amener les différents chefs de projet à adhérer. La légitimité et l'autorité, si le top management n'appuie pas ces structures, malheureusement, ne marchent pas. Le positionnement, notamment, est très difficile dans les structures où la hiérarchie est trop forte, comme j'ai mentionné antérieurement. Il y a notamment des tensions qui vont se créer et auxquelles il va falloir qu'on fasse attention par rapport à la centralisation des projets, parce que c'est des projets avant qui étaient gérés au niveau d'autres entités. Et on vient du jour au lendemain dire, voilà, non, c'est une entité indépendante qui va s'approprier l'ensemble des projets. Et donc, voilà, il faut un peu faire attention à ce concept-là. Les PMO sont notamment perçus comme des tours de contrôle. Ils viennent un petit peu nous auditer, ils viennent nous contrôler, voir qu'est-ce qu'on est en train de faire et remonter l'information à la direction générale. Donc il faut vraiment identifier la bonne approche pour ne pas percevoir ce PMO comme étant une entité de contrôle, mais plus une entité qui vient aider à progresser ensemble dans le but de l'atteinte des objectifs stratégiques. Finalement, la dernière difficulté consiste en les ressources. Il est difficile de trouver aujourd'hui des ressources vraiment qualifiées qui ont des casquettes assez précises qu'on décide d'intégrer au niveau de structures PMO. Et donc, voilà, désolé.